Bonjour et bienvenue dans le podcast des Arcs Film Festival. Dans cet épisode, découvrez la discussion avec le réalisateur Vincent Munier sur les coulisses de la création de son dernier film, Le Chant des forêts. Le film était présenté en avant-première lors de la 17e édition du festival. Bonne écoute. Moi, ce que j'aime aussi, c'est dans ton précédent film, tu nous emmènes au bout du monde, tu nous emmènes à aller voir un animal absolument rare, et là, tu nous emmènes au bout du chemin qui va vers la forêt, à côté. Oui, c'est vraiment ça. Hein. Comme je vous l'ai dit en introduction, c'est quelque chose, c'est mon terreau, c'est là où j'ai appris à pratiquer l'affût, à m'émerveiller de tout ça. Donc pour moi, c'est hyper puissant, c'est plus puissant qu'en effet à juste un voyage. Et puis c'est aussi une déclaration un peu d'amour à la nature, au sauvage, c'est certain. À mon père, avant qu'il parte, je trouvais qu'il avait des choses à transmettre qui me semblaient indispensables. Donc c'est un tout, quoi. Mais en tout cas, c'est ça. C'est très intime. Vous avez vu, c'est toute cette poésie qui, moi, m'anime tellement. Et comment on est tellement affecté, mais je pense que là, je prêche un peu des convaincus, mais par le fait d'être si peu nombreux sensibles à tout ça, parce qu'on a un peu oublié. Donc là, c'est une petite piqûre de rappel, venir un peu réveiller au profond de chacun de nous ce qui se passe et qu'on reste des gamins, quoi, qu'il faut qu'on s'émerveille devant tout ça. Et c'est pour ça aussi, Simon, il a encore ce regard de gamin avec ses yeux. Mon père aussi, remarque, 78 ans, il a encore les yeux qui pétillent. Il construit encore des cabanes à son âge, des affûts. Et ça, je trouve que c'est important d'entretenir ça. Donc ce film, c'est vraiment... Mais je pense qu'en effet, on en a besoin. Moi, si on me dit ça fait du bien après avoir vu, je me dis mission accomplie. Et puis aussi qu'on se comporte aussi un peu différemment, quoi. J'ai vu des témoignages des gens qui ont vu le film en avant-première et qui disent quand je marche dans la forêt, je regarde la forêt différemment. C'est-à-dire qu'ils ont conscience qu'il y a ces présences invisibles et qu'en prenant du temps, on peut les voir, on peut les rendre visibles. Voilà. Alors, il y a l'image, bien sûr, les images sont absolument superbes. Il y a le son, et puis il y a la musique. Dom, je suis très content que tu sois là parce que j'avais cru comprendre que tu n'aurais pas pu venir. Donc voilà, il y a le travail avec Warren Ellis, Dom Lanena et Rosemary Stanley, qui est avec qui tu formes aussi un duo Birds on the Wire. Des petits oiseaux encore. Comment est-ce que vous allez collaborer sur le film? Moi, rapidement, pendant tout le montage, je m'imprègne de musique qui me font du bien. Il y a bien sûr, c'était la même chose avec La Panthère. Et puis il y a toujours un rêve, quoi. Mais c'est vrai que Bird on the Wire, encore une fois, je ne pensais pas qu'elles allaient répondre dans la positive, mais c'était All the Wall is Green, tu te souviens, la reprise de Tom Waits. C'est une chanson de Tom Waits. Celle-là, c'est parti de là. Elle était, finalement, on l'a pas. C'est vrai que j'avais reçu un montage où la chanson revenait tout le temps. Fois. Et qui m'emporte complètement. Mais c'est ça qui est fabuleux avec ces ingrédients qui sont son nature et puis la musique, on peut vraiment amener tellement d'émotions. Et c'est grâce à une amie qu'on remercie, Priscilla Telmont, qui nous a mis en contact. Et malgré votre agenda bien serré, vous avez réussi à... Oui, c'est vrai que c'était hyper... on était toutes les deux déjà très fans du travail de Vincent. Et c'est vrai que musicalement, c'est très, très, très inspirant. C'est une chance de travailler sur un aussi beau film qui laisse autant de place à la musique. Et en même temps, il faut trouver le bon ton, le bon équilibre. Et c'était une immense chance de travailler dessus. Moi, je l'ai vu et revu, je sais même pas, 50, 60 fois. Et je ne m'en lasse pas. Vraiment, c'était un très, très, très inspirant. Pierre-Emmanuel. Merci. Pierre-Emmanuel, Laurent, quand on vous a proposé La Panthère des Neiges, une expédition au bout du monde avec Sylvain Tesson, je pense que il doit y avoir de bonnes raisons de s'enthousiasmer et en plus, bien sûr, avec le talent de Vincent. Et quand il revient vous voir en vous disant je vais juste aller dans mes montagnes et puis je vais filmer des petits oiseaux, des insectes. Je sais pas, c'est peut-être plus dur à appréhender. Il y a une question de confiance, j'imagine, entre vous, de compréhension. Honnêtement,
Je crois qu'il n'y a même pas une seconde la question, en fait. Enfin, déjà, l'aventure Panthère avait été quand même incroyable. Et bon, après, c'est une question de où on est, ce qu'on fait de nos vies, dans quoi on investit notre temps, qu'est-ce qu'on recherche. Enfin, moi, La Panthère, c'est un film qui m'a transformé, bouleversé. C'est c'est rare d'avoir autant de fierté à faire un film, à le produire, à accompagner un réalisateur qui a autant de talent. Donc, quand évidemment on commence à parler d'un nouveau film, bon, après, on sait que Vincent, à chaque fois qu'on l'appelle, il est soit à la Hulotte, soit au Moulin Mésange, soit au Blaireau. Donc, on sait que ces images vont être sublimes, qu'il va prendre le temps qu'il faut pour les saisir. Et non, il n'y a pas eu de, il y a pas eu de question là-dessus. Même pour aller plus loin, c'est un cheminement. C'est-à-dire que avant même qu'on finisse La Panthère, il était déjà quelque part là. Ce film, on en avait parlé. On avait vu des images. Toi, tu avais un travail photographique aussi sur les Vosges qui existait, qui était déjà là. Comme on fait beaucoup de choses dans les Vosges, on a passé beaucoup de temps dans les Vosges. Donc, on a eu le temps de constater qu'effectivement, il y avait un univers, une poésie, ou en tout cas que le regard de Vincent portait une poésie là-dessus qui était profonde. Et puis, ben, on est tous des enfants d'un père. Donc, on était aussi touchés par cette histoire où on trouvait des bribes de nous. Donc, c'était vraiment un cheminement, mais très, très, très naturel. Bon, après, quand même avouer qu'au départ, enfin la question c'était est-ce que les autres vont nous suivre? Parce qu'au départ, je ne sais pas si tu te souviens, mais c'est vrai que le projet initial, c'était un vieux sage sous un sapin, tout seul, qui attendait la mort et qui revenait sur son passé. Et derrière, il y a eu 2 ans de travail, de recherche, de montage, avec des monteurs incroyables, hein, Laurent et Vincent, voilà, qui t'ont accompagné. C'est 8 mois à la maison, presque. Enfin, 2 fois 4 mois. Et puis l'arrivée de Simon après. Et c'est marrant, les histoires d'un film, parce que La Panthère des Neiges, déjà, il a été rattrapé en vol grâce à toi, Laurent, parce qu'on se connaissait. Et je lui avais montré ce brouillon qu'on avait fait, Marie et moi, c'est qui n'était pas tout à fait abouti. Et il t'a dit, oh, surtout pas la télé. C'est marrant, hein, parce que c'est grâce à ça, quand même, hein, que là, finalement, on a ce film. Parce que c'est vrai que le cinéma, ça a tout de suite une dimension d'auteur plus grande. On ne rentre pas dans une case et et là, on peut aller jusqu'au bout de l'idée, quoi. Et là, heureusement que vous avez été là et vous l'avez rattrapé en vol alors qu'il était déjà prévendu pour France 2. Pour l'amener après au cinéma, c'était quand même une belle aventure. Il y a un coup de frein. Ouais. Ça, évidemment, ce film qui n'est pas si simple de l'amener au cinéma, moi, j'en suis tellement content parce que ça n'a rien à voir avec la télévision, quoi. Là, c'est comme je vous l'ai dit au début, c'est quand même essayer de vous mettre tellement dans les conditions dans lesquelles on est sur le terrain. C'est franchement ça, quoi. Comment, avec tout ce temps, cette longueur, et il n'y a que le cinéma. Donc là, vraiment, merci. C'est vraiment un travail d'équipe, quoi, franchement. Et là, j'en profite parce qu'il y en a 2 qui n'ont pas non plus hésité une seconde, même avec un vieux sage sous un sapin. C'est Houécourt et le bureau, et bravo. Enfin, merci. Vincent, depuis le temps que tu te promènes en forêt avec cette attention particulière, qu'est-ce qui a changé? Je sais pas, ça fait quoi, 30 ans peut-être à peu près? Ouais, 35 ans de photo, je crois. Ouais. Ouais. Mmh. Qu'est-ce qui a changé en 35 ans? Alors, tu parles à quel niveau? Au niveau de la nature, au niveau de l'image, au niveau de... Plutôt au niveau de la nature. De la nature, moi j'ai quand même migré de la plaine des Vosges vers la montagne parce qu'on saccageait ma plaine par le système d'agriculture intensive. Et dans ce film, il y a aussi un message militant qui est très fort. Qu'est-ce qu'une vraie forêt? Une forêt qui chante, une forêt vivante. Enfin, c'est pour éviter qu'on fasse des champs d'arbres aussi. Vous avez vu que l'ONF est partenaire. Alors, il y a du pour et du contre, mais il y a un gros travail aussi de montrer l'utilité de garder ces arbres morts avec des forêts, avec des essences d'arbres différentes, d'âges différents, des arbres morts au sol. Enfin, c'est franchement tellement précieux, ça, pour encaisser ce qu'on va subir là, ces prochaines années. Donc, il y a ce message fort. Et pour répondre à ta question, oui, je vois ma forêt qui a énormément évolué, la plaine aussi. Alors certes, il y a des espèces qui apparaissent, comme le grand-duc, vous avez vu, la petite chouette chevêchette, on ne l'avait pas.
Mais en plaine, il y a beaucoup d'espèces un peu insignifiantes qui disparaissent. Ça aussi, beaucoup d'insectes, les hirondelles, les alouettes, enfin, vous connaissez, hein, on en parle beaucoup. Mais en même temps, ça, c'est des notes positives. On sait que si on a enlevé la vie, on peut la ramener, quoi. C'est ça qui est hyper excitant et encourageant, contrairement au réchauffement climatique où on est un peu démunis. Autant ramener la vie, là, on l'a virée, là, on l'a grignotée par notre système économique, hein, évidemment. On peut. Et ça, c'est satisfaisant. Le grand tétra, là, il a disparu. Mais là où on a œuvré pour garder ces forêts, c'est là où vous avez vu toutes les espèces, là, les chevêches, chevêchettes, pardon, les pics noirs, tous les insectes. Donc ça, c'est quand même encourageant. Donc ce film, il a aussi une envie de garder l'espoir. C'est ce que dit mon père. Tant qu'il y a ce petit troglodyte, tant qu'il y a de la vie, il y a quand même un espoir et une volonté d'action. Voilà, c'est surtout ça. Et cette phrase qui m'est chère en disant « la nature n'est pas juste un spectacle », ce qu'on entend souvent, c'est beau. J'en ai marre d'entendre juste ça, mais c'est beau, mais on a une responsabilité énorme. On partage ça avec d'autres. Voilà, c'est vraiment ça qui est important. Je suis sûr que vous devez avoir plein de questions pour Vincent, pour l'équipe. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main et on va vous donner un micro. Bonsoir. Moi, j'ai eu la chance d'être accompagnatrice en montagne. Merci pour ces images si précieuses. J'ai des questions plutôt techniques. Vous étiez combien dans ces affûts? Donc, il y en avait 2 autres en plus avec vous pour vous filmer? Alors oui, les images animalières, il y a 8 ans d'archives à peu près, c'est tout ce que j'ai tourné autour de ma ferme, et un peu dans le Jura aussi. Et sinon, l'affût en Norvège, on a fait 10 jours, et puis la cabane, il y avait 2 amis, Antoine Lavorel et puis Laurent Geoffrion, des amis de longue date, enfin, surtout Laurent, qui étaient au cadre pour nous filmer tous les 3, absolument. Mais sinon, équipe très réduite, pas d'ingénieur son. Donc on est sur pour ne pas être intrusif et capter des moments sincères et vrais, quoi. L'affût à 5 au Grand Tétras en Norvège, c'était un sacré défi parce que c'est une espèce tellement farouche. Donc c'était chaud, quoi. On enchaînait plusieurs nuits, mais on a réussi à montrer le Grand Tétras à Simon, mais c'était pas si simple d'être discret à 5, mais on a réussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, là-bas. Bonsoir, bravo, c'était super beau. Je me demandais, justement, vous disiez qu'il n'y avait pas d'ingé son, et quand même le son, c'est un peu... Enfin, c'est zinzin dans le film, hein, on peut le dire. Et justement, est-ce qu'il y avait de la captation directe? Est-ce que, je sais pas, il y a plein d'archives à vous? Est-ce que... Enfin, c'est assez intriguant. Je me disais même, quand est-ce qu'on... Des fois, il y a la musique qui part. Est-ce que c'est pour couvrir le fait que vous n'avez pas de son, justement pour ça? Des fois, il y a un plan fixe sur un troglodyte ou je sais pas, on entend les battements d'ailes. Enfin, voilà. Comment vous avez appréhendé tout ça? C'était super. Alors le son, ça fait une dizaine d'années que j'utilise une technique où on pose les micros. C'est ce que font aussi Boris Jolivet ou Marc Lamblard, qui sont audio-naturalistes. Mais avec mon père, on fait du son depuis longtemps. On pose des micros qu'on laisse pendant plusieurs jours, à des endroits bien spécifiques, près d'une place de Brahms, d'une place de chant de Grand Tétras, et on laisse. Et après, on récupère et on déroche. Donc, c'est un gros boulot. Pour tout ce qui est son nature, il n'y a aucun bruitage, tout est vrai. C'est que des sons qu'on a captés. Donc, les miens et ceux de Marc. Et puis, il y a peu de sons directs. En tout cas, animalier, non, c'est pas possible. Il y a toujours du bruit, vraiment, à part pour les dialogues. Mais on a fait aussi un peu de post-synchro pour les voix, évidemment. On a dû refaire des choses pour essayer de lisser. Il y a eu un travail, on a passé beaucoup de temps au son, hein, avec Olivier Guanard et toute son équipe. Où le mix a été vraiment, vraiment important. Donc voilà, donc ça c'était... et moi j'adore dérocher les sons, de voir ce qui s'est passé dans la nuit. C'est comme un piège photo, mais c'est des sons, c'est tellement excitant, ça m'excite presque plus que l'image maintenant. De savoir ce qu'il voit, et tout de suite avec le sonogramme, tu arrives à savoir quelle espèce c'est quand tu t'y connais un peu. Ça va être un pic noir, ça va être... Bon, il y a beaucoup d'avions, vous avez vu. On a eu beaucoup de déchets à cause de ça. Et... voilà, donc non, le son, c'était... Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Le lynx qui feu, vous avez vu, qui arrive. On ose un écran noir. Et c'est le même lynx que vous voyez après en très serré, là. Et c'était un moment fabuleux où là, j'avais posé mes micros pour une chouette hulotte
À 50 mètres, moi je me suis retiré, j'ai posé pour enregistrer les sons, les parades des hulottes. Et d'un coup, j'entends un lynx qui feule au loin. J'étais en ligne de crête, il vient droit sur moi, il me voit. Et il vient directement me voir, je n'étais pas caché, il se couche à 2-3 mètres de moi, face à la montagne. Il ne me regardait même pas tellement il était serein. C'était complètement surréaliste. C'est là où j'ai filmé le très très gros plan. Et après, il a vu les bonnettes, les 2 micros, il est allé dessus. Donc c'est le son que vous entendez de ses pas qui s'approchent tout en feulant. Et il respire le micro, après il pisse dessus, il a marqué dessus. Et ça, c'était tellement puissant, quoi. Et j'ai voulu vous remettre là-dedans, quoi. Un écran noir d'1 minute, c'est osé, mais pour vous faire vivre ça, parce que le son, voilà, vous le savez, on laisse une grande part à l'imaginaire. Moi, j'adore ça. Et les affûts au grand tétra, on est dans le noir complet, on a juste une trouée, et c'est le son qui... J'avais envie de... C'était l'idée première de vous faire vivre une nuit au grand tétra, un crépuscule, la nuit, une aube. Et tous ces sons qui sont là dans la nuit, la bécasse, la tegmalm, c'est extraordinaire, ces bruissements d'ailes du grand tétra quand il danse. Donc ouais, le son, on a passé beaucoup de temps à dérocher. Ouais. Après, quand tu as le son et pas l'image, c'est là où il y a tout ce hors-champ qui se développe. Hein. C'est vrai que tu dis l'imaginaire. C'est vraiment une des clés aussi du cinéma. Et elle est là avec ses animaux et ses ambiances. Est-ce qu'il y a encore des questions? Oui, bonsoir. Une question décinglée de Bon-Saint-Maurice-les-Arcs. C'est juste, effectivement, pour témoigner. Je pense qu'on est nombreux dans la salle. Dans les années 85, quand on prenait le débrayable du Villard, je crois, on passait juste au-dessus et il y avait une protection du tétralyre. Je ne sais pas, vous vous souvenez? Enfin, je ne sais pas si Pierre... Je crois qu'elle existe toujours, oui. Du tétralyre, oui, absolument. C'est Donc, le cousin. pour conforter la disparition du tétralyre dans les montagnes et sur le domaine skiable des Arcs, le tétralyre, et ça, c'était un peu comme le Dahu. C'était un peu ça, dans l'Estrie, quand on passait, on disait peut-être qu'on allait voir un tétralyre. Et il y avait une zone protégée. Je pense que sommes certains qui peuvent approuver. Non, je ne sais pas si vous avez skié et voir au-dessus de Villaroger aussi, je crois, de mémoire. Voilà. C'était juste un petit apport personnel des seniors. Merci. Ouais, le tétralyre, oui, il se porte mieux que le grand tétra. Il est un peu moins sensible, mais n'empêche que ses populations baissent. Ouais, c'est sûr qu'on a toujours tendance à s'accaparer un peu la montagne, mais il est encore présent dans les Alpes, fort heureusement. Ouais. Voilà, alors Émilie a le micro, elle sait déjà où elle va, je te laisse. Bonsoir, en tout cas, bravo pour votre film, il est extraordinaire. Ma voisine en avait les larmes aux yeux, moi aussi. Simplement pour revenir sur le sujet, effectivement, je travaille sur les remontées mécaniques. Et l'année dernière, en prenant donc le télésiège de Vagère, on a pu observer un très beau tétralyre. Donc, ils sont encore là, et donc ça donne encore beaucoup d'espoir. Même après 1985. Voilà. Ils sont encore là. J'espère que tu es rassuré. Bonsoir. La forêt que vous avez filmée dans les Vosges est merveilleuse. Mais que pensez-vous de l'envers du décor avec l'invasion des scolites, les coupes rases, les arbres qui dépérissent avec la sécheresse et les différentes variations de température? Quel est votre avis sur ce devenir, s'il vous plaît? C'est pas évident. C'est aussi pour ça qu'on travaille avec l'ONF, en l'occurrence. Mais la forêt change. Heureusement, là, dans les Vosges, on a eu ça fait 2-3 ans où il pleut, donc heureusement. Mais même les sapins souffrent beaucoup, le sapin vosgien. Le scolite, il est arrivé. Alors, moi, j'étais pas trop mécontent finalement parce que, en fait, l'épicéa dans les Vosges, on a souffert de l'exode rural et là où c'était tout mité de petites fermes. On a remis que pour la production, que des forêts d'épicéa en randonnion. Et c'est ça aussi qui a un peu tué le grand tétra. Donc moi, j'étais assez content quand le scolite arrivait. Et ça montre à quel point, quand on est dans une forêt très régulière, un peu de manière intensive, comme un champ d'arbres, elle est extrêmement fragile, quoi. Il y a un virus qui arrive, tout le monde meurt.
Et c'est ça qui est important de travailler, c'est comment est-ce qu'on continue d'exploiter la forêt avec beaucoup plus de raison et puis de diversité d'essences d'arbres. Moi, je vois que ça, franchement. Et laisser du spontané aussi, beaucoup, plutôt que de lancer des plans de replantation, je ne sais plus combien de millions d'euros, enfin, pour faire marcher les pépinières. Je ne suis pas sûr que ce soit la clé. Pardon. La clé, c'est vraiment d'être attentif à laisser du spontané, à être plus raisonnable sur les plantations d'arbres en tout cas. Mais c'est sûr que c'est un enjeu, hein, c'est certain, avec la sécheresse qui arrive. Ouais. Là, on risque d'avoir, il y a quand même des espèces, même pas mal d'insectes et d'oiseaux qui viennent du sud. Est-ce qu'il nous faudra aussi des essences d'arbres du sud? Probablement, on verra. Alors, qui a la dernière question? Là où le chanceux. Oui. Le chanceux. Oui. Non, je voulais savoir combien de temps vous avez mis pour tourner ce film. Alors, comme je vous disais, vraiment un capital image de 8 années à peu près. Vous voyez, le lynx, par exemple, que vous avez vu, on a peu de lynx dans les Vosges. On a 4-5, c'est pas beaucoup. Je l'ai vu 5 fois en 10 ans. Mon père, il l'a vu qu'une fois en 50 ans. Donc, c'est beaucoup de temps. Hein. Il y a énormément de temps sur le terrain. Et avec Simon et mon père, ça s'est fait sur une bonne année, à peu près. Mais seulement quelques week-ends pendant les vacances, 10 jours en Norvège, c'était fait, voilà. Donc et puis 8 mois de montage. Donc c'est quand même un film où il y a beaucoup d'images d'archives aussi, ouais. Je vous remercie, messieurs. Ah oui, je sais, voilà, il y a encore des questions, mais on doit laisser la salle.